Prêt? Prêt? En avant. Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu pour l'obligatoire vidéo sur The Flash, la super production d'ici, censée remettre tout à plat, pour ne pas dire sauver une franchise en lambeaux après plusieurs échecs artistiques et économiques successifs. Alors je vais pas faire durer le suspense trop longtemps, vous le savez si vous avez lu la critique de Geoffrey, on a tous trouvé le film hyper nul, voilà. On est allé à la projection à 3 et on était tous les trois un peu hallucinés. Parce que des films de super-héros tout pourris, on s'en est tapé, mais alors celui-là, il est quand même bien gratiné. En plus, quand t'as le nez un peu dans l'actu hollywoodienne, ce film, ça fait des années que tu couvres ces milliards de problèmes de production, et ça fait un peu quelque chose de voir que le résultat est encore pire que prévu. Du coup, ouais, c'est chaud, mais contrairement à d'autres trucs irregardables qui empoisonnent les multiplexes en ce moment, c'est assez fascinant pour ce que ça dit de l'industrie et du genre des super-héros. Et c'est non seulement ce que la production, pour le moins accidentée du film, raconte, que ce que le film raconte lui-même en fait dans son scénario, pour être honnête. Pour résumer les choses, c'est un peu comme si, alors qu'il est censé représenter le renouveau de l'univers d'ici, il représentait son autodestruction, enfin plutôt l'abrogation de ses souffrances, voire même un peu la fin du film de super-héros tel qu'on le connaît quoi. Mais avant de rentrer dans les détails, je vais vous parler d'un film dont on est partenaire et qui est bien meilleur. Et pourquoi il est bien meilleur? Eh bien parce qu'il met en scène un bon gros massacre de nazis. Ce film c'est Sisu, sous-titré très justement de l'or et du sang, qui va débarquer dans nos salles le 21 juin 2023. C'est réalisé par le finlandais Jalmari Helander, qui avait déjà signé, je ne sais pas si vous vous rappelez, le très particulier mais très marrant Père Noël Origins. Et là, il revient avec un bon gros carnage bien sanglant, d'ailleurs âme sensible s'abstenir. Et pour moi, ce qui le différencie de tous les autres films du genre, c'est que c'est plus un survival bien burné qu'un pur film d'action. Et ouais, avec ce pitch de chercheur d'or au passé trouble qui se fait enquiquiner par un régiment de nazis et qui va pas se laisser faire, on aurait pu s'attendre à un sous John Wick comme on en voit de plus en plus, sauf que même si les bastons sont très bien shootés et vachement bien chorégraphiés, le cœur du film, c'est vraiment cette histoire de survie dans des paysages superbes en plus, avec un rythme bien particulier. On n'est pas sur un défouraillage ininterrompu qui donne mal à la tête, mais bien sur un récit beaucoup plus séquencé. D'ailleurs, le film est structuré en chapitres, qui sait ménager d'ailleurs les quelques moments de folie disséminés dans ces 1h30 de plaisir. Et oui, bien entendu, le scénariste et metteur en scène va en profiter pour pousser les codes du survival dans des retranchements assez dingues, grâce à son héros complètement absurde, quitte à enfoncer délibérément les portes du n'importe quoi dans un dernier acte franchement réjouissant. Donc Sisu, c'est de la bonne, c'est du vrai divertissement sincère et un sacré défouloir. Attends, on parlait de quoi déjà? Ah oui, The Flash et la fin des super-héros. Et ouais, Spielberg, donc le mec qui a un peu créé le divertissement américain contemporain, l'avait plutôt bien rappelé en 2015. En gros, toutes les tendances ont une fin, y compris, et oui désolé, le cinéma de super-héros, malgré les rêves moites de Kevin Feige et compagnie. C'est pas l'expression d'une passion pour tel ou tel type de cinéma, c'est pas un réquisitoire contre les collants, c'est un fait. Fut une époque où les péplums remplissaient multiplex à tour de bras, et je vous parle même pas du western, le genre roi du box-office. Aujourd'hui, leur moment de gloire est passé, et ça sera le cas forcément avec les films de super-héros, qui d'ailleurs ont en commun avec les westerns d'être des expressions des obsessions de la culture américaine. La question c'est, quand ça va s'arrêter et comment? Et beaucoup de personnes se demandent si ce moment c'est pas maintenant. Alors on a déjà parlé récemment, mais les méga blockbusters de grosses marques sont loin de gagner à tous les coups. Au box-office, la déconvenue de Ant-Man 3, qui est censé lui aussi lancer une nouvelle ère pour Marvel et Disney, ainsi que le bid hallucinant de Shazam 2, côté DC, ont prouvé, ou plutôt rappelé un truc, que dans le divertissement à grosse échelle, ce qui intéresse les gens, c'est des figures connues et la promesse d'un gros spectacle. La déclinaison des univers étendus sur 18 séries et 19 spin-offs, ça a forcément perdu un public un peu plus familial en route. Ça a prouvé aussi que l'avalanche de caméos et de références, ça fonctionne avec un personnage aussi adoré que Spider-Man, mais que ça fait pas un film. Depuis No Way Home, qui pour les 3 retardataires du fond ramenait les 3 Spider-Man live ensemble, le genre commence finalement un peu à se cannibalisé. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur la bande-annonce à l'époque, mais la production complètement chaotique de The Flash est très en phase avec la manière dont le succès d'une certaine formule hollywoodienne a fini par se retourner contre les studios qui en ont fait leur poule aux œufs d'or. Je m'explique,
Le succès des univers étendus tient à l'intertextualité, terme qui n'a pas trop de sens quand on parle de cinéma, on est d'accord. Mais bref, en gros, ces grosses machines ont comme intérêt marketing leur lien avec d'autres films, de la même saga, d'autres sagas et même désormais des précédentes adaptations. D'aucuns diraient que la focalisation sur cet angle promotionnel empêche les studios de prendre des risques sur d'autres choses, notamment les effets spéciaux et les money shots, qui constituaient la caractéristique principale de la plupart des blockbusters, avant l'avènement de Marvel, compagnie, bon en gros de toute l'industrie des blockbusters quoi. Mais c'est la formule, qu'on l'aime ou qu'on la déteste, qui dicte ses plans aux sagas hollywoodiennes. Cette formule, toutefois, comporte pas mal de risques. Déjà, demain, il faut trouver un comédien ou une comédienne dont on est sûr qu'il ou elle pourra porter plusieurs films sur ses épaules. Le modèle à ce niveau-là étant bien sûr Robert Downey Jr. Alors aujourd'hui, on leur fait signer des contrats qui prévoient ce genre d'engagement, mais d'un côté, les acteurs expérimentés n'ont pas forcément envie de s'enfermer dans un rôle aussi longtemps, et d'ailleurs des vétérans ont un peu mis en garde contre ce type de contrat. C'est notamment le cas de Elizabeth Olsen, donc Scarlet Witch, qui conseillait il y a peu à ses collègues dans le podcast Happy Sad Confused, elle leur conseillait de n'accorder à Marvel qu'un seul projet, et non pas de s'engager sur plusieurs films. De l'autre, les jeunes acteurs sont beaucoup plus incertains, difficile de savoir s'ils auront les épaules. Ensuite, de deux, il faut que, pour que tout fonctionne, il faut que le plan se déroule sans anicroche. L'idée étant de lancer la production de films gigantesques sans attendre la sortie de tous ceux qui les précèdent. Et ça reste bien risqué. Chez Marvel, ils s'en sont bien sortis. Leurs films ont eu du succès et ils ont pu organiser leur méga crossover, donc Infinity War, Endgame, etc. Mais ça devient de plus en plus dur de garder la cadence, même chez eux. Par exemple, je ne sais pas trop à quel point les séries Disney+ ont fonctionné, mais est-ce que c'est assez pour faire un long métrage qui en réunit deux? Ça reste à voir. Enfin, il faut trouver un moyen de créer une narration cohérente et qui ne se contente pas d'engager des vieux super-héros pour qu'ils passent un petit coucou à la caméra. Ces problèmes ont été gérés plutôt bien dans le passé, notamment par Kevin Feige, mais qu'importe le studio, ils commencent à ressurgir. Et The Flash les a absolument tous pris de plein fouet. Si on reprend dans l'ordre, l'acteur. Pour rappel, Ezra Miller, ancien grand espoir du cinéma hollywoodien, est allé faire une partie de GTA IRL à Hawaï, ce qui a bien mis la Warner dans la merde. Et ils étaient hyper coincés parce que le film devait résoudre tous leurs problèmes et c'était plutôt chaud de recaster. Alors IL a fait un communiqué pour évoquer sa santé mentale, il y a eu des promesses de traitement et hop, on n'en parle plus. D'ailleurs, à un moment, ils font dire au personnage de faire attention à sa santé mentale justement. C'est assez osé quand même. Ensuite, il y a le plan général, voilà. Et c'est là le gros problème, parce que là, pour le coup, il y a eu une anicroche, à savoir, bien sûr, les problèmes familiaux de Zack Snyder, le retournage pété de Justice League, et le chaos qui s'en est suivi. Annoncé il y a des lustres pour une sortie, techniquement pas longtemps après Justice League, le film a dû s'adapter au changement de direction, au cafouillage et aux dizaines de rames que Warner a sorties pour se sortir de ce pétrin. Parce que quand tu organises une saga comme un gigantesque mécanisme, si un rouage se pète la gueule, eh bien plus rien ne marche. On peut spéculer sur la relation entre le studio et Snyder, j'ai pas prévu ici de me lancer dans une énième analyse de qu'est-ce qui s'est passé, juste le fait est que c'était un rouage Snyder, et qu'il est plus là, et que du coup tout s'est écroulé. Donc la production devient une sorte d'improvisation géante, et même sans aborder l'aspect technique, stylistiquement ça ressemble à du Snyder bricolé par quelqu'un qui n'est pas Snyder. Et non, je n'accuse pas ce brave Andy Muschietti qui est arrivé sur un navire en plein naufrage et qu'on a chargé de remplir les seaux d'eau pour le maintenir à flot. Et enfin, il y a cette question de la narration, et là c'est encore une fois la cata. Pour en faire le gros morceau de l'univers d'ici, et aussi parce que Flash n'est pas assez connu du grand public pour justifier un budget aussi énorme, il fallait dans le film un paquet de personnages identifiés. Problème, dans tout ce chaos, Henry Cavill a laissé tomber Superman, enfin il est parti quoi, Affleck a juste envie de se barrer, et Gal Gadot, sa carrière à Hollywood maintenant c'est que des caméos où elle se contente de sourire. Il leur restait à piocher donc dans le vieux catalogue. Donc ils ont trouvé une Supergirl, ils ont filé quelques scènes à Affleck à peu près aussi impliqué que ses escargots dans Deepwater, et ils ont tout misé sur le retour de Michael Keaton, le Batman de nos cœurs, de nos enfances, au point de faire tourner toute la promo autour de lui. Et quand tu mets tous ces problèmes ensemble et que tu les mélanges bien pendant plusieurs années de développement Hell, tu as un film qui est de 1 indigent techniquement, il y a des doublures numériques qui vous feront faire des cauchemars et les séquences de voyage dans le temps se déroulent quasi littéralement dans l'Uncanny Valley et je vous parle même pas des reshoots sur fond vert et des coutures qui sautent de partout.
Tu as un film qui est 2-2 complètement bordélique dans son intrigue, alors pourtant qu'elle est hyper linéaire, puisqu'il faut attendre presque 1h30 pour voir débarquer un méchant identifié. Et tu as un film 2-3 qui ne ressemble plus qu'à un collage de caméos vaguement reliés par un prétexte narratif, et le reste est comblé par des blagues de Ezra Miller, des blagues de l'autre Ezra Miller, et une visite guidée de la Batcave. Comme disait un grand homme du nom de Geoffrey, quand tu filmes une bagnole qui ne servira même pas avec plus d'amour que n'importe quel personnage, c'est peut-être que ton film il ressemble à un album Panini. Et le pire, c'est que leur album Panini, il est même pas bien garni, puisque les surprises, que je ne vais pas spoiler pour le moment, sont à peine des recréations numériques hideuses collées les unes à la suite des autres. Et je parle même pas de la musique qui massacre les uns après les autres tous les thèmes les plus sublimes de l'histoire du genre. Il est peut-être là, le point de rupture du cinéma de super-héros. Le moment où le genre reprend plus d'histoires qu'il n'en crée. Il se bouffe lui-même, en fait. Pour faire une comparaison destinée aux gens de goût, et je sais que vous existez, c'est un peu le cannibale dans Anthropophagus de Joe D'Amato, qui meurt en se dévorant lui-même. Et c'est quand même ironique de la part d'un film censé tout relancer et en plus faire de la place pour l'univers de James Gunn et Peter Safran qui débarquent derrière. Mais ça, à la limite, on aurait pu le deviner avant. Là où le film est vraiment fascinant, je trouve, c'est qu'on a l'impression qu'il met ça en scène, inconsciemment ou pas. Et donc là, attention, je suis obligé de spoiler, à la fin du film, tous les univers débarquent sous la forme de grosses bulles, et c'est l'occasion d'aligner les caméos plus ou moins douteux pour remplir le cahier des charges. Et là, sous l'effet de Flash, ils s'écrasent les uns sur les autres. Et pourquoi ? Parce que le héros a passé des années à piocher dans le passé et que ça se retourne contre lui. Si ça c'est pas un aveu d'échec, je sais pas ce que c'est. Pire encore, il y a la scène post-générique, symbole de la formule du film de super-héros contemporain et normalement l'endroit où on organise a priori la suite. Alors probablement que les plans initiaux ont été changés 15 fois et que ça explique cette chose. Mais là, cette scène, elle est quand même assez évocatrice. On retrouve le dernier caméo qui n'a pas encore été utilisé et on le laisse agoniser sur la chaussée, le pif dans sa 8.6. C'est quand même tentant de dire que ce pauvre Aquaman vient de résumer l'état des surhommes en slip aujourd'hui. On pourrait en déduire que le concept de multivers qui marche très bien en comics, c'est un peu la fausse bonne idée au cinéma et le forçage de trop de la part des studios. Et qu'au lieu d'être une formidable réserve de créativité, c'est surtout une manière de tout mélanger et de tout compacter jusqu'au crash. D'ailleurs, Michael Shannon disait à Collider, ces films sur le multivers, c'est comme si quelqu'un jouait avec des figurines, voici cette personne, et ils se battent, ça n'a rien à voir avec l'étude profonde du personnage que j'ai ressenti avec Man of Steel. Et il dit ça juste après avoir expliqué, avant même la sortie du film, qu'il n'est pas satisfait de son apparition, donc pour vous dire un peu. Mais en même temps, le génial Across the Spider-Verse, qui est encore en salle, démontre que tu peux en tirer une vraie créativité justement. Et le non moins génial Phil Lord l'a précisé lui à Rolling Stone, il disait « Le public ne peut pas se contenter de références ou de caméos, ou même des gros enjeux délirants liés au multivers. Ce qui importe vraiment aux gens, c'est la relation entre Rocket Raccoon et Groot, par exemple. » Et oui, car le premier Spider-Verse, comme le premier Gardien de la Galaxie, échappait justement à cette fameuse formule que j'ai énoncée plus tôt. Ils ont été développés indépendamment des grosses sagas sur 15 films là, puisque le premier est un projet animé, l'autre un space opéra avec des héros à l'époque à part. Donc, est-ce que les films de super-héros sont morts ? Probablement pas. Est-ce que leur production industrielle va s'arrêter ? On sait pas, parce que ce qui importe pour le moment, c'est sortir de ce système et de trouver d'autres manières d'attirer le grand public. Pour son bien et pour le bien des studios. Parce qu'on regardera attentivement le score de The Flash, qui pourrait infirmer ou largement confirmer la tendance. Pour ne pas louper ça, n'hésitez pas à vous abonner, à participer au débat qui va probablement se lancer en commentaire, toujours avec courtoisie bien sûr. Possible aussi qu'on en parle un jour dans notre podcast, La Réu d'écran large, qui couvre des sujets aussi très hollywoodiens comme la carrière de Vin Diesel, mais aussi des trucs plus rigolos comme les films de requins. À la prochaine!